Bonjour, tous les matins, je vous accompagne pour le 7h-9h avec un invité qui vous éclaire sur les événements qui font l'actualité. Ça s'appelle Le Grand Témoin et il ne dit pas, ici, ce qui se dit ailleurs. Nous mettons cette liberté de parole à votre service. Alors soyez au rendez-vous. Le Grand Témoin, c'est à vivre tous les matins, du lundi au jeudi, en direct et en images. Bonjour et bon réveil, nous sommes le mardi 29 octobre, jour après jour, pays après pays, le scandale s'étend à mesure que les révélations prennent de l'ampleur. Je veux parler bien sûr des mesures de surveillance des données électroniques par l'Agence de sécurité nationale américaine, la fameuse NSA. Hier, c'est l'Espagne qui était en première ligne. Selon le quotidien El Mundo, la NSA a récemment espionné plus de 60 millions d'appels téléphoniques en un mois, qui s'ajouteraient ainsi à la longue liste des pays européens espionnés tels que la France, l'Allemagne, le portable d'Angela Merkel, etc. Une délégation du Parlement européen vient d'arriver aux États-Unis. 3 jours de discussion prévus portant sur l'impact de ces programmes de surveillance sur les droits fondamentaux des citoyens de l'Union européenne, en particulier le droit à la vie privée. On va en parler, mais pas uniquement de cela. On va aussi parler de l'Union européenne, de la situation économique, avec une personne qui revendique une place dans l'échiquier politique français, une place importante du point de vue de son positionnement idéologique, mais alors une place médiatique qui n'existe pas du tout. Il s'agit de François Asselineau, président fondateur de l'UPR, l'Union populaire républicaine, que je reçois depuis quelques années, qui est inspecteur des finances, qui a un CV long comme le bras, qui parle plusieurs langues asiatiques, ancien délégué général à l'intelligence économique. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Récemment encore, je tapais sur Internet, sur Wikipédia, comme fait tout un chacun. Vous n'avez même pas de fiche Wikipédia en français ? On n'en a pas en français, on en a en anglais, en russe, en espagnol, en japonais, en roumain, en espéranto, on en aura bientôt dans d'autres langues, mais Wikipédia français a interdit que j'ai une fiche, et ceci depuis 2007. Voilà. Et pourquoi ? Eh bien, il faut le leur demander. Vous y voyez une raison politique ? Évidemment, quand je vois que Cindy Lee, la candidate, vous savez, la candidate du Parti du Plaisir pour les élections présidentielles de 2012, c'était cette femme qui se présentait sur les marchés en exhibant ses seins. Elle a une fiche Wikipédia. Il y a des microscopiques partis politiques qui ne représentent absolument personne qui ont leur fiche Wikipédia en français. Nous avons dépassé le cap des 3470 adhérents. C'est un nombre qui peut être vérifié par huissier. La première fois que vous êtes venu, vous en aviez une centaine. Oui, d'ailleurs, Louis Dauphren, permettez-moi de commencer peut-être cet entretien par vous remercier, parce qu'il se trouve que Radio Notre-Dame est la radio, il y a 2 autres radios que je peux d'ailleurs citer, qui sont Beurre FM et Tropique FM. Ce sont les 3 radios de la bande FM qui m'invitent régulièrement. Vous allez à BFM quand même. Je suis allé une fois à BFM TV avec Nicolas Dose et depuis lors, malgré mes demandes, je n'ai jamais pu être réinvité. Pourtant, ce que j'avais dit en 2011, tout ça peut être trouvé sur Internet, était, je crois, parfaitement pertinent puisque ça a été entièrement confirmé par la suite des événements. Donc, permettez-moi de vous signaler qu'effectivement, vous m'avez invité, ça doit être la 5e ou 6e fois. D'ailleurs, vous m'aviez invité le 15 octobre 2008, ici même, à Radio Notre-Dame, pour un débat avec Nicolas Bavrez. Vos auditeurs devraient aller sur notre site upr.fr ou bien taper Asselineau Bavrez sur Google et réécouter cet entretien qui a 5 ans d'âge. Parce que Monsieur Bavrez, qui est un essayiste un peu sur le déclin, il faut le reconnaître, nous expliquait que la crise c'était rien du tout, que tout ça c'était de la faute des Français, que tout allait très bien, etc. 5 ans après, c'est la catastrophe générale. Et si on réécoute avec 5 ans de recul ce débat que vous avez tenu ici, eh bien, on s'aperçoit de qui avait raison et qui avait tort. Autrement dit, c'est l'illustration, vous savez, de ce que disait Euripide sous l'Antiquité. Le temps révèle tout. C'est un bavard qui parle sans qu'on l'ait interrogé. Voilà. Donc, le temps progressivement montre que les analyses que je fais sont les bonnes, que malheureusement nous sommes lancés dans un processus de vassalisation complète de la France aux États-Unis d'Amérique avec la construction européenne. Et d'ailleurs, le débat que nous allons avoir, enfin les questions que vous allez me poser dans un instant, je suppose, sur l'affaire de la NSA, vont dans ce sens. Si vous étiez membre de la délégation du Parlement européen, parce que François Asselineau, c'est peut-être aussi un obstacle à votre diffusion médiatique, vous n'avez pas de carrière d'élu
aujourd'hui. Vous n'êtes pas élu d'une circonscription. Oui, enfin, vous n'êtes pas président de groupe. Vous pourriez l'être, alors que vous connaissez très bien les institutions françaises. J'ai eu un mandat électif. J'ai été élu pour conseiller de Paris. Conseiller de Paris en 2001. Donc j'ai déjà été élu. Mais j'allais dire, je ne vois pas pourquoi. Par exemple, il me semble pas que Monsieur Besancenot est un mandat électif extraordinaire. Pourtant, on l'a entendu. D'ailleurs, le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, d'après Monsieur Besancenot lui-même, invité bien sûr sur les télévisions, avait annoncé 2500 adhérents. Nous en avons 3472 ce matin. Je ne vois pas pourquoi je suis à ce point boycotté par les médias. On a tenu une université à Tours il y a quelques jours. Il y a eu plusieurs centaines de personnes qui sont venues. Nous avons eu des intervenants de grand renom. On a eu Madame Annie Lacroix-Rhys, qui est une historienne communiste. Nous avons eu Monsieur John Logland, qui est un journaliste britannique conservateur, qui a sorti un livre en 97 qui a eu énormément de retentissement dans le monde sur les traités européens, sur les origines de la construction européenne. Nous avons eu également le général Pinard Legris, qui est le président de l'association de soutien à l'armée française. Nous avons eu Olivier Berruyer, qui est un actuaire, qui a un site qui s'appelle SOS Les Crises, qui marche très bien. Nous avons eu encore des représentants de la Fondation pour la recherche stratégique, Pierre Lévy, qui est le rédacteur en chef d'un petit journal qui s'appelle BRN. Eh bien, nous avons invité des centaines de journalistes. On a envoyé des messages, on a fait un effort tout particulier en les rappelant, on a fait un effort tout particulier pour la presse régionale et locale. Il n'y en a pas un seul qui soit venu, alors que notre mouvement politique connaît une croissance ascensionnelle. Il y a aussi la question de savoir où ces journalistes aiment placer sur un échiquier de manière peut-être extrêmement simpliste les personnages dont ils vont couvrir l'actualité. Peut-être que c'est parce que vous échappez quelque peu à une forme de positionnement simpliste. Oui, mais écoutez, excusez-moi de le dire, mais il y en a quelques-uns comme ça qui ont du mal à percer. Oui, peut-être, mais les journalistes français ne font pas leur travail. Je suis désolé, moi j'ai été interviewé par des médias étrangers. J'en refuse d'ailleurs certains. J'ai été interviewé par exemple par RIA Novosti, par La Voix de la Russie, par des médias russes. Américains aussi. Non, pas américain, non, pas. Mais je suis invité dans quelques jours, enfin à la fin du mois, à un colloque à Athènes, un colloque international. Je suis le seul représentant français pour parler de la crise de l'euro. C'est organisé par un mouvement politique grec plutôt de gauche. Il y aura donc des personnes venues du monde entier. Je suis le seul intervenant pour la France. Je ferai donc une communication pendant environ une demi-heure. Ça veut dire que tout le monde sait très bien qui nous sommes. D'ailleurs, d'après les statistiques même de notre site UPR.fr, Union Populaire Républicaine. Ah, vous avez appris déjà à faire votre publicité, c'est bien. D'après nos statistiques, nous avons eu au cours des 3 derniers mois 144 connexions venues du ministère français de l'Intérieur. On en a eu autant à peu près venues du ministère français des Affaires étrangères. Nous avons eu des connexions venues du département d'État américain, venues de la Commission européenne. On a même eu 5 connexions venues de l'Élysée. Et sans parler de toutes les connexions venues de tous les grands médias français. Donc il y a un petit problème, c'est que je pense que ce que nous disons, nous, effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas le droit de citer en France, puisque quand on s'attaque, quand on dénonce exactement ce qu'est la construction européenne, en tout cas c'est nos analyses, eh bien vous êtes aussitôt pestiféré et aussitôt assimilé au Front National. Oui, ce qui n'est pas le cas du tout. Ce qui n'est absolument pas notre cas. Dans notre mouvement politique qui rassemble des gens venus de tous les horizons, il y a d'ailleurs plutôt une majorité de gens de gauche. Et on veut absolument faire croire dans les médias français que si vous critiquez, enfin que si vous condamnez la construction européenne et pour ce qu'elle est, qui d'ailleurs est une entreprise qui nous coupe du reste du monde, en particulier de tous les pays de la francophonie, dont nous sommes infiniment plus proches, par exemple, que des pays baltes. Et ce n'est pas dans une radio catholique que je vais le souligner. Vous le savez bien mieux que moi. Eh bien, quand on dénonce ceci, aussitôt on vous assimile, par transitivité, si j'ose dire, à un mouvement politique d'extrême droite, qui d'ailleurs, contrairement à ce que dit comment dirais-je, la pensée dominante. Le Front National, quand vous regardez à la loupe tout ce qui est écrit, notamment dans les professions de foi, ne propose ni la sortie de l'Union européenne, ni la sortie de l'euro, ni la sortie de l'OTAN, alors que c'est ce que nous proposons. Et puis, bien entendu, le Front National est là pour salir toutes ces idées, en les assimilant à des choses ignobles. Vous avez vu encore la sortie récemment de l'une des candidates du Front National en Lorraine, qui assimilait Madame Taubira à un singe, etc. Donc, immédiatement, bien sûr,
85% des Français ont un réflexe sain, c'est-à-dire on ne peut pas apporter nos voix à un mouvement de cette nature, et donc le débat est interdit. Ce qui est spécifique à la France, parce que ce que je dis moi, et ce que nous disons, nous, eh bien, quand vous allez dans les pays de la Scandinavie, par exemple, la Norvège qui n'est pas dans l'Union européenne, mais aussi le Danemark ou la Suède qui en font partie, ou bien le Royaume-Uni, etc., eh bien, ce sont des idées qui sont tout à fait débattues. Et l'accès aux médias est plus simple. Mais c'est plus de démocratie. Nous avons un pays où, si vous voulez, quand on dit des choses qui sont inattendues, quand on remet en cause, et toute preuve à l'appui, moi je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel et raisonnable, enfin c'est ce que je pense. Nos arguments sont toujours extrêmement étayés. J'ai fait des conférences qui ont un grand succès sur Internet. C'est pour ça que notre mouvement se développe de façon très très rapide, quasiment exponentielle. Eh bien, là, lorsqu'on apporte ça, d'un seul coup, beaucoup de journalistes et beaucoup de médias bug. Il y a un grand journaliste qui m'a dit un jour, vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité ? Je dis ben non. Et il m'a dit c'est parce que les journalistes ou les autres responsables politiques ne savent pas quoi vous répondre. Ben oui, parce que je connais, moi je connais les dossiers, alors que la plupart des responsables politiques se font des slogans. Voilà. François Asselineau, fils d'ingénieur, bon élève, vous avez choisi HEC pour débuter vos études. Durant 1 an et demi, c'est à l'ambassade de France à Tokyo que vous faites votre coopération. Une découverte du Japon, un apprentissage de la langue qui vous conforte dans votre intérêt pour les relations internationales. 85, vous sortez 2e de l'ENA. Ce ne sera pas le Quai d'Orsay, mais l'Inspection Générale des Finances. Votre itinéraire retracé rapidement par Marion Duchesne. Faire de la politique avec un grand P, pas de la politique politicienne. Voilà ce qui a toujours été l'objectif de François Asselineau, qui se veut également pragmatique. J'aime bien comprendre ce que je fais, dit-il. Conseiller pour les affaires internationales en 1993, directeur de cabinet de Françoise de Panafieux, alors ministre du Tourisme en 1995, chargé de mission auprès du ministre des Affaires étrangères 1 an plus tard. François Asselineau rencontre de nombreux dirigeants de la planète. Le pape Jean-Paul II, l'empereur du Japon, mais aussi Nelson Mandela et Jiang Zemin. Son mot d'ordre, l'empathie. François Asselineau a toujours pensé qu'il fallait se plonger dans la mentalité d'un pays pour le comprendre. En 2000, il rejoint le cabinet de Charles Pasqua. 1 an plus tard, il est élu conseiller de Paris sur la liste du Rassemblement pour la France, puis Nicolas Sarkozy le nomme à la tête de l'intelligence économique à Bercy. François Asselineau s'aperçoit vite que ses analyses dérangent. J'ai aussi réalisé que l'État n'était plus dirigé, explique-t-il, qu'on avançait de manière mécanique sans aucune stratégie. J'ai préféré être moi-même et quitter les cabinets. Il redevient inspecteur général des finances, enseigne dans plusieurs écoles de commerce, et c'est sur le principe même de la construction européenne que François Asselineau s'interroge. L'Europe, c'est une utopie en devenir, une espèce de névrose collective, répète-t-il. C'est le bras séculier de l'OTAN, un instrument des États-Unis. Et le fondateur de l'Union populaire républicaine d'évoquer Galilée, quintessence de l'esprit européen à ses yeux. Le dogme doit plier devant la réalité des faits. Voilà, l'Europe dont vous êtes aujourd'hui l'un des experts les plus avisés sur quantité de dossiers. François Asselineau, on a pu s'en apercevoir sur cette antenne même. Je vous ai posé la première question qui consistait à dire ce que vous feriez si vous étiez membre de la délégation du Parlement européen qui aujourd'hui va discuter avec les Américains. Faisons de la politique fiction, François Asselineau. Qu'est-ce que vous diriez sur cette question d'écoute ? Écoutez, déjà, avant de partir aux États-Unis, j'aurais déjà commencé par poser des questions aux autres pays membres de l'Union européenne. Parce que dans cette affaire, ce que l'on présente dans les médias, on a l'impression qu'il y aurait une espèce de solidarité naturelle européenne. Mais c'est un mensonge. Vous savez, on parle beaucoup des écoutes de la NSA. Elles sont fondées notamment sur le système PRISM ou sur la collecte d'informations en upstream, comme disent les spécialistes. Mais il y a aussi le réseau Échelon. Le réseau Échelon qui depuis des décennies maintenant écoute toutes les communications, un certain nombre de communications en tout cas, qui transitent par satellite ou par les câbles sous-marins. Et dans ce système Échelon, qui est piloté par le système UQSA, c'est-à-dire Royaume-Uni, États-Unis, Australie, l'un des centres névralgiques de ce système d'écoute se trouve à Cheltenham. C'est à l'ouest du Royaume-Uni, c'est pas très loin du pays de Galles. Et donc, moi je me rappelle quand j'étais en cabinet ministériel,
comme on vient de le rappeler à l'instant. La France a perdu la couverture aérienne de l'Amazonie qui avait été accordée par le gouvernement brésilien sous De Gaulle à l'entreprise française Thomson. Ça a été perdu au profit de l'entreprise américaine Raytheon. Pourquoi ? Eh bien parce que toutes les communications sur ce sujet, aussi bien de l'entreprise française que des sphères gouvernementales, avaient été, on l'a su quelques années après, avaient été écoutées par nos amis entre guillemets britanniques pour le compte des Américains. Et j'ajoute d'ailleurs qu'il y a également une station d'écoute en Allemagne, à Bad Aidling. Donc, quand on nous explique dans la presse qu'il y aurait une espèce de solidarité européenne, c'est faux, c'est un mensonge. J'en profite d'ailleurs pour dire, parce que effectivement, vos auditeurs ne sont pas habitués à écouter les analyses que je fais. Certains disent aussitôt, il y a toujours la caricature, vous voulez sortir de l'Union européenne, donc ça veut dire que vous voulez refermer la France sur elle-même. Mais pas du tout. Pas du tout. Est-ce que la Suisse ou la Norvège, qui ne font pas partie de l'Union européenne, sont refermées sur elles-mêmes ? Vous ne m'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous diriez aux États-Unis ? Ah oui, alors je reviens sur Oui, quand même. Puis après, si vous voulez, le dossier européen de manière plus ample. Eh ben, sur ce que je dirais d'abord, si, je vous ai quand même répondu avec le fait que il n'y a pas de solidarité. Il n'y a aucune solidarité. Donc déjà, j'aurais demandé à nos amis allemands et britanniques de nous expliquer qu'est-ce qu'ils font avec le système échelon. Voilà. Pourquoi abritent-ils, en fait, des relais américains ? Pourquoi abritent-ils des relais américains ? Ensuite, je serais allé aux États-Unis et j'aurais dit, aux autorités américaines, est-ce que vous vous rendez compte de l'état de la démocratie dans laquelle sombrent les États-Unis. Je rappelle que le 8 août 1974, le président Richard Nixon, le président des États-Unis, a dû démissionner de la présidence des États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait placer des petits micros dans le plafond du Parti démocrate américain dans l'immeuble du Watergate. Bon, c'était pas bien, je reconnais. À l'époque d'ailleurs, tout le monde entier avait été sidéré de voir que le chef d'État de la première puissance mondiale fut contraint à la démission parce que justement les contre-pouvoirs de la société américaine et notamment la presse avaient fait un travail fantastique justement pour empêcher cette dérive qui était une dérive dictatoriale, il faut le reconnaître. Donc, mais c'était des micros dans le plafond du Parti démocrate américain. Maintenant, la NSA, elle espionne non seulement tous les citoyens des pays étrangers, mais aussi des propres citoyens américains. Donc on est d'ailleurs plus du tout dans de l'espionnage. C'est un mot qui est faux. On est dans un système, maintenant, c'est devenu industriel. Vous citiez le nombre de 60 millions de communications en Espagne, il y a eu 70 millions en France. Donc, on n'est plus du tout dans un système d'espionnage. Parce que je sais bien, il y a des gens qui disent « Oh, mais tout le monde fait de l'espionnage, tout le monde rêverait d'être les États-Unis. » Ça, c'est ce qu'on lit dans le journal Le Monde. Il faut savoir qui détient le journal Le Monde, d'ailleurs. Donc, mais en réalité, nous ne sommes plus face à de l'espionnage, nous sommes face à un processus de nature totalement dictatoriale, totalitaire dans son essence. Donc tous les pays ne font pas la même chose. Non, les autres. La France n'espionne personne. J'ai pas dit que la France n'espionnait personne, mais nous n'avons pas ce système qui a été conçu par la société, par les élites américaines, qui est ce système de collecte d'informations absolument tous azimuts au motif de la lutte prétendue contre le terrorisme. Écoutez, si vos auditeurs connaissent cet ouvrage qui est quand même assez connu, qui s'appelle 1984 de George Orwell, eh bien nous y sommes. Nous y sommes, c'est une société qui désormais capte absolument toutes les informations. Ça s'appelle, vous savez, en bon français, ça s'appelle le viol de la correspondance. Et c'est ce que faisaient les nazis. Nous, notre programme à l'Union populaire républicaine s'inspire étroitement du programme du Conseil national de la résistance de 1944. Eh bien, dans ce programme de 1944, il était précisé justement qu'il y avait rétablir le secret des correspondances. Nous voulons rétablir le secret des correspondances et notre mouvement politique est d'ailleurs le seul qui insiste sur les problèmes qui sont posés par la surveillance généralisée des communications. D'ailleurs, effectivement, l'Union européenne est en train de mettre au point un système qui s'appelle le système INDECT et qui va consister à aller fouiller dans tous les ordinateurs de Monsieur Tout-le-Monde sur la recherche de mots-clés. INDECT avec les mots-clés, donc. Voilà, nous sommes en vertu de quels critères ? Par exemple, si vous tapez contre le terrorisme, vous tapez avec votre ami, vous envoyez une plaisanterie à un copain en disant tiens, moi j'appartiens à Al-Qaïda, tac, vous êtes fiché, vous allez être repéré, etc. C'est le viol total du secret des correspondances. On est dans une société qui devient extrêmement inquiétante. Donc c'est ça que j'irais dire aux États-Unis. Je dirais d'abord que sont devenus les contre-pouvoirs de la société américaine. En juillet de cette année, en juillet 2013.
Il y a eu une proposition de loi qui est venue au Parlement à Washington, qui émanait d'un certain nombre de parlementaires, qui voulaient interdire justement à la NSA d'espionner les propres citoyens américains. Ça a été retoqué. Il y a eu une majorité qui ont voté contre cette proposition de loi. Les Américains sont concernés au premier chef. Voilà, donc ça veut dire que, d'ailleurs, vous savez que les Américains, selon les sondages, il n'y a plus que 15% du peuple américain qui fait confiance à ses parlementaires. Ça veut dire que nous avons, dans les pays occidentaux, sur le modèle américain d'ailleurs, nous avons maintenant une caste de responsables élus qui ne représentent plus en rien le sentiment des populations. Normalement, François Asselineau, vu votre CV, vous devriez en faire partie de cette caste. Oui, c'est vrai. C'est rare, en fait, des personnalités qui se trouvent un petit peu de l'autre côté. Mais parce que c'est pas dans une radio comme la vôtre que je vais, me semble-t-il, expliquer ce que c'est que d'avoir une éthique personnelle. Moi, je crois dans un certain nombre de grandes valeurs transcendantes, la vérité, le bien, la justice, ce qui est bon et ce qui est mal. J'ai été élevé comme ça. Et donc, je pense qu'actuellement, le monde occidental, à la suite des États-Unis, fait le mal. Voilà, que ce soit les interventions militaires illégales et agressives, les postures agressives, les ingérences dans les affaires intérieures d'autres États. Et je suis désolé de le dire, mais quand vous regardez ces affaires d'espionnage aux États-Unis, comme beaucoup d'ailleurs d'autres choses aux États-Unis, le fait par exemple que M. Obama, tous les mercredis, se réunit à la Maison-Blanche pour dresser la liste des gens qu'il veut tuer. On a su... C'est vérifié, ça? Ben oui, le décret qui avait été pris, de mémoire, je crois que c'est le décret 11308, qui avait été pris par Gerald Ford en 1976, qui interdisait à tout employé du gouvernement américain d'assassiner des gens à l'étranger, a été rapporté par George W. Bush, a été supprimé, et nous savons désormais qu'il y a à la Maison-Blanche une liste de personnes que M. Obama décide de faire tuer. Bon, d'ailleurs, il y a reçu François Asselineau. Écoutez, pas encore, je l'espère. Mais nous savons que les Américains, c'est pas moi qui le dis, il faut que vos auditeurs aillent se renseigner. Par exemple, il y a eu, c'est Amnesty, je crois, International, qui a sorti un rapport il y a quelques semaines, il y a même quelques jours, c'était il y a eu 300 attaques de drones au Pakistan et en Afghanistan qui ont fait des milliers de morts. Il y a un Shebab en Somalie qui a été tué. Voilà, dont des centaines de civils qui ont été assassinés. Mais je suis désolé, l'État voyou, ce sont les États-Unis d'Amérique. Le premier État voyou, parce que est-ce que vous trouvez normal, Louis, qu'un chef d'État étranger s'arroge le droit d'aller tuer qui veut? Vous trouvez ça normal? À une certaine époque, c'était la Russie qui était suspectée de pareils agissements. Vous nous direz d'ailleurs quelles sont vos relations, puisque vous me dites que vous avez été invité sur des médias russes, avec Vladimir Poutine, et quel est votre regard justement sur le rôle de la Russie? On y reviendra dans quelques instants. Après les infos, François Asselineau, vous restez avec nous, président fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Après les échos de la NSA, on parlera de l'Union Européenne au sens un petit peu plus large, et puis de la situation économique de la France aussi, ce que vous avez à proposer si jamais vous deviez exercer des responsabilités élevées dans ce pays. À tout de suite après les infos. François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. L'Europe qui était divisée encore en 1989, juste avant la chute du mur. Un autre empire donc était tombé à l'époque, l'Union soviétique, au prix de la vassalisation que vous dénoncez aujourd'hui quand même, François Asselineau. Oui, nos analyses, malheureusement, nous n'avons que quelques minutes, et encore une fois, je renvoie les auditeurs intéressés sur notre site upr.fr. Nos analyses, c'est que il y a eu les conférences de Téhéran, de Yalta et de Potsdam en 43, 44, 45, où Roosevelt puis Truman du côté américain, avec Churchill qui faisait de la figuration d'un côté, et puis Staline du côté soviétique, se sont partagés l'Europe. Voilà. Et ce à quoi on a assisté entre 89 et 91, ça a été l'effondrement du glacis géopolitique soviétique. Heureusement d'ailleurs. Bon, moi je suis pour la liberté des peuples et des nations. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la construction européenne a été, du côté occidental, la même chose que la mainmise soviétique sur l'Europe de l'Est. Les chars en moins quand même. Les missiles, les Pershing, mais oui, quand même. Sauf que quand même, excusez-moi, mais la plupart des pays d'Occident étaient d'ailleurs avaient des bases américaines. Vous savez que De Gaulle a demandé justement la fermeture des bases américaines qui étaient en France, en sortant d'ailleurs du commandement militaire intégré de l'OTAN en 1966. Et puis, chez nous, effectivement, les armes ne sont pas des chars, ce sont les médias.
On en parlait d'ailleurs tout à l'heure sur les difficultés d'accès que nous avons aux médias. Et ce à quoi nous allons assister dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, parce que par ailleurs la puissance américaine est sur un déclin rapide, on le voit en matière financière, on le voit en matière militaire, c'est pas pour rien que d'un seul coup on parle plus de la Syrie. Vous savez ce qui s'est passé au mois de septembre, c'est quand même que les missiles S-300 russes ont damé le pion aux missiles américains. Donc ça veut dire parce que qu'ils étaient plus efficaces ? Oui, maintenant la défense antiaérienne russe a 15 ans d'avance sur les missiles américains. C'est pour ça que d'un seul coup on parle plus de la Syrie. C'est d'un seul coup, vous avez vu que d'ailleurs M. Kerry a dit que finalement, M. Bachar el-Assad est finalement quelqu'un de tout à fait raisonnable avec qui on pouvait discuter. C'est complètement sorti de l'actualité parce qu'en fait c'était une grande manœuvre géopolitique pour même mettre la main sur comment dirais-je, la Syrie avec en ligne de mire ensuite l'Iran, et la Russie a dit non, a dit stop, soutenu par la Chine, a dit stop à ce nouveau partage du monde, d'ailleurs, d'où la France est complètement exclue. Les accords Sykes-Picot sont désormais remis aux oubliettes. Ça doit correspondre quand même avec votre vision du monde, avec l'équilibre des puissances. Oui, alors, ce que nous disons... Sauf qu'en Europe, il n'y a pas grand-chose. Ce que nous disons, je reviens tout à l'heure, parce que effectivement, j'avais légèrement changé de sujet, vous m'aviez interrompu. Je reviens sur ce que je disais. On fait croire aux Français que vouloir sortir de l'Union européenne, qui d'ailleurs est une proposition qui existe, il va même y avoir un référendum normalement au Royaume-Uni là-dessus. Le Royaume-Uni, ce sont des gens raisonnables, c'est quand même les inventeurs de la démocratie moderne, c'est les inventeurs du parlementarisme. Je rappelle que la Norvège a refusé d'entrer dans l'Union européenne et que l'Islande vient de décider qu'elle n'y entrerait pas. Donc nous proposons d'en sortir sereinement. Il y a un article, qui est l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Déjà, l'existence même de cet article qui permet de sortir de l'Union européenne devrait permettre de faire des débats sereins, raisonnables, à la télévision, pour qu'on chacun ait le droit de défendre son point de vue, ce qui n'est pas le cas. Alors on veut faire croire aux Français que si on sortait de l'Union européenne, on deviendrait la Corée du Nord, mais pas du tout. Nous retrouverions nos relations internationales avec le monde entier, y compris d'ailleurs avec les pays voisins. Parce qu'on les a perdues aujourd'hui, ces relations ? Écoutez, nous sommes tous les gens, nous avons à l'UPR, nous avons plus de pratiquement 6% de nos adhérents qui sont des Français expatriés, alors que la moyenne nationale est de 2%. Ils voient au jour le jour en Amérique latine, au Maghreb, en Afrique, en Asie, dans le monde slave, ils voient que la position de la France, l'image de la France est en chute libre. Que nous sommes vus du reste du monde, à part la sphère américaine et ses vassaux, vu du reste du monde, la France n'existe plus. Et c'est la faute à Bruxelles, ça. La France est devenue un satellite américain. Voilà. C'est la faute à Bruxelles. C'est pas Bruxelles. Pas la faute à l'inefficacité française aussi. Mais non, mais c'est la faute au fait que nous sommes ligotés par des traités dans une structure qui nous place sous la domination américaine. Et structure qui ne correspond pas à la réalité des choses. Écoutez, on parlait de la NSA tout à l'heure. L'Allemagne a décidé, j'apprenais ça hier sur une dépêche de presse, de déposer une résolution à l'Organisation des Nations Unies pour condamner ça. Vous savez avec qui l'Allemagne est en train de préparer ça ? Avec le Brésil. On apprenait il y a quelques semaines, toujours à l'ONU, que l'Allemagne, qui est un allié américain. Oui, d'accord. Mais ça veut, oui, bien sûr. Mais là, on apprenait il y a quelques jours que l'Espagne et l'Argentine, à l'ONU, viennent de faire cause commune contre le Royaume-Uni pour libérer, comme ils le disent, les territoires de Gibraltar d'un côté et des Falklands, des Malouines de l'autre, contre le Royaume-Uni. Nous avons des liens avec les pays de la francophonie, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont beaucoup plus importants de ce que sont nos liens avec plus de la moitié des pays membres de l'Union européenne. Donc, comme disait Charles de Gaulle, la politique, c'est partir des réalités. Les réalités, c'est que si nous sortons de l'Union européenne, le monde ne va pas s'écrouler. On sera toujours membre de l'Organisation des Nations Unies avec le poste de membre du permanent du Conseil de sécurité, poste que nous risquons de perdre d'ailleurs dans les années qui viennent si on reste dans l'Union européenne, parce qu'on va nous dire qu'il faut donner tout ça à la Commission européenne, c'est-à-dire en fait en ce moment Madame Ashton, et c'est-à-dire en réalité à une structure qui est entièrement dans la main des Américains, parce que la majorité des pays membres de l'Union européenne sont sous la domination américaine. On peut d'ailleurs les comprendre. Si nous étions polonais, on vient d'en parler, ou si nous étions lettons ou estoniens ou roumains, etc., on aurait peur du retour des Russes ou éventuellement des Allemands, et on aurait besoin du parapluie américain. Vous avez peur du retour des Russes, vous ?
Non, je n'ai pas peur du retour des Russes. Vous m'avez parlé tout à l'heure, mes liens avec la Russie, j'ai pas de lien particulier. J'ai jamais rencontré de ma vie Monsieur Poutine. Nous n'avons pas de lien particulier. Ce que j'observe néanmoins, c'est que la Russie est un pays qui est en pleine renaissance, économique et morale, j'allais dire, et que, je suis pas là pour vanter les charmes de Monsieur Poutine. Je sais bien que c'est un régime qui est contesté du point de vue démocratique, voilà. Sauf que quand vous allez en Russie, tous les journaux passent leur temps à tirer à boulet rouge sur Vladimir Poutine. Il faut quand même le savoir. Donc c'est un pays qui, bien entendu, n'est pas une parfaite démocratie. Mais est-ce que vous croyez vraiment, par exemple, que la France est une parfaite démocratie ? On voyait, ça vient d'être rappelé, que M. Hollande sombre dans la plus profonde des impopularités. Et pourquoi ? Il s'est fait élire sur des mensonges. Il s'est fait élire sur le fait qu'il allait remettre en cause le traité, le TSCG européen. Il n'a rien fait du tout. Le TSCG, précisé ? Voilà, vous savez, c'était ce traité qui devait notamment renforcer le contrôle sur le budget des États membres. Il n'a rien fait du tout. Il s'est fait élire. Rappelez-vous, il avait dit « Mon ennemi, c'est la finance ». En réalité, il fait exactement la même politique que Nicolas Sarkozy, qui est une politique de remise en cause et même de destruction des acquis sociaux. Vous voyez d'ailleurs, il y a des ballons d'essai qui sont envoyés. Le dernier ballon d'essai qui est envoyé dans la population, c'est la remise en cause de la sécurité sociale. C'est la remise en cause de tous les acquis du Conseil national de la résistance dont je parlais tout à l'heure, de tous les acquis de la libération qui est en cause. Et les Français découvrent avec effarement que Hollande, c'est la même chose que Sarkozy. Et d'un seul coup, pourquoi est-ce que beaucoup de gens rallient l'UPR ? Parce que les gens se rendent compte que les analyses que je fais maintenant depuis 6 ans et demi que j'ai créé ce mouvement sont les bonnes. C'est qu'en fait, c'est pas Sarkozy, c'est pas Hollande. Tout ça, ce sont les traités européens et c'est en réalité les injonctions de la Commission européenne. Donc c'est de ça qu'il faut sortir. Les Français veulent retrouver ce... Écoutez, et vous sortez de l'euro et de la monnaie unique. Oui, nous proposons la sortie de l'euro, ce qui d'ailleurs nécessite la sortie de l'euro. Ce qui entraînerait une dévaluation et le fait que les épargnants seraient aussi ruinés, dit-on. Non, mais ça, c'est la propagande. Vous imaginez bien que si je suis inspecteur général des finances, vous imaginez bien que si je dis qu'on peut sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est que j'ai quand même beaucoup réfléchi. Les gens ce sont les mêmes qui avaient promis aux Français que l'euro allait apporter la croissance, l'emploi, le plein emploi, etc. Ils ont eu tout faux. Et ce sont encore les mêmes qui viennent nous dire ce qu'il faut faire. Je suis désolé, quand quelqu'un s'est entièrement trompé, on donne la parole au moins à d'autres. Alors qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, si la France sort de l'Union européenne, il y a eu une étude qui est prospective, qui a été faite par Natixis, qui est un des grands établissements français, avec Patrick Artus, qui est un des grands économistes français, c'est sorti en juillet 2012, qui a anticipé que le franc nouveau perdrait 2% par rapport au cours pivot actuel vis-à-vis du dollar. Personnellement, j'aimerais mieux que le franc perde davantage. Actuellement, l'euro est tenté, parce qu'elle est trop haut. Mais oui, actuellement, il faut bien comprendre la situation, hein. Actuellement, en France, nous perdons à peu près 600 à 800 emplois industriels par jour. Et chaque jour qui passe, excusez-moi, j'insiste, ce sont les dernières données de l'INSEE, chaque jour qui passe, il y a 1800 Français de plus qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Et ceci depuis 2002, c'est-à-dire depuis l'arrivée de l'euro. Il y a eu une rupture tendancielle séculaire. Tout au long de l'après-Seconde Guerre mondiale, il y avait une baisse de la pauvreté en France. C'était les 30 Glorieuses, c'était la politique industrielle que nous pouvions mener. Depuis, notamment le traité de Maastricht, et surtout depuis l'arrivée de l'euro. Il y a eu un choc sous Mitterrand en 81 quand même. Non, mais il y a eu des chocs conjoncturels. Mais bien sûr, il y a eu un choc en matière de commerce extérieur. Mais nous avions une tendance séculaire. Reprenez les statistiques de l'INSEE, elles sont dans mes conférences d'ailleurs, sous forme de graphique. Il y avait une baisse tendancielle de la pauvreté. Désormais, il y a une rupture de cette tendance, une augmentation maintenant de la pauvreté, pas seulement en France d'ailleurs, mais c'est vrai dans tout le monde occidental. Voilà. Donc, il faut bien que nos auditeurs comprennent. Vous aviez dit la dernière fois que l'Allemagne était sur le point de sortir, enfin, se préparer à l'idée de sortir de l'euro, que des billets étaient éventuellement en cours de réimpression, enfin, c'est possible. Où est-ce que ça en est, cela ? Et on s'était vu avant qu'il y ait une négociation, justement, avec la cour de Karlsruhe sur le serpent monétaire, pas le serpent monétaire, mais les questions monétaires. J'explique dans mes conférences que les États-Unis
ont pesé de tout leur poids et continuent à peser de tout leur poids pour empêcher l'Allemagne de sortir de l'euro. C'est pas moi qui ai inventé que Timothy Geithner, le secrétaire aux finances américain, s'était invité à une réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe à Wrocław. C'est pas moi qui ai inventé que Madame Brainard, qui est une sous-secrétaire aux finances du gouvernement américain, qui est une haut fonctionnaire américaine, est venue un nombre de fois incalculable, je ne sais plus combien, 17 ou 18 fois en Europe au cours des deux ou trois dernières années, pour donner les instructions du gouvernement américain au gouvernement satellite de l'Union européenne. On apprenait il y a quelques semaines que le conseiller du ministre allemand des Finances, Monsieur Konrad, qui est le conseiller en chef du ministre allemand des Finances, s'attend à l'effondrement de la zone euro et propose que l'Allemagne quitte l'euro. Donc tout ça, ce sont des sujets, évidemment en France, on en parle pas. Toujours rien. Oui, toujours rien, parce que exactement, nous sommes dans la même situation. Pas exactement la même, mais il y a des sujets comparables. Tout le monde savait, par exemple, que la sphère soviétique dans l'Europe de l'Est ne marchait plus, que c'était une marmite. Mais il y avait toujours rien. Monsieur Jaruzelski, dont on parlait tout à l'heure, il a fait un coup d'État en Pologne, n'est-ce pas, pour maintenir l'ordre soviétique. Puis ça a fini au bout d'un certain temps pour éclater. Et moi, je suis pas le seul à le dire, hein. Nous, alors de notre université, Olivier Berruyer, qui est un actuaire, qui a un site qui est très connu, qui travaille dans une grande compagnie d'assurance française, a eu cette image que je trouve très juste. L'euro, actuellement, c'est une cocotte minute dont on a soudé le bouchon qui fait sortir la pression. La soupape. Voilà. Ouais. Et on met et ça chauffe. Voilà. Donc on sait que ça va exploser. Mais est-ce que c'est dans comment ça explose une monnaie? Ça va exploser. François Hollande est en Slovaquie. On sait que la Slovaquie avait repris sa monnaie. Oui, la Slovaquie est entrée dans l'euro, la République tchèque a refusé d'y entrer d'ailleurs. D'ailleurs, la République tchèque, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie ont décidé de ne pas entrer dans l'euro, ce qui d'ailleurs est contraire aux engagements qu'ils avaient pris dans les traités, parce que par ailleurs, tout ce petit monde piétine les règles de droit. Mais ça va exploser un jour ou l'autre, on ne sait pas. Il y a ce système, je suis désolé d'entrer dans des sujets un peu techniques, mais il y a ce qu'on appelle le système Target 2, qui mesure les déséquilibres à l'intérieur même de la zone euro. Vous savez que l'euro n'est pas une monnaie unique, contrairement à ce que l'on dit, c'est une monnaie commune, puisque toutes les banques centrales des États membres de la zone euro sont restées, existent toujours. Et lorsque vous avez, mettons, si vous avez 10 000 euros sur votre compte bancaire à Paris, ce sont 10 000 euros de créances sur la Banque de France. Si vous les transférez en Allemagne, ça devient 10 000 euros de créances sur la Bundesbank. Et si vous êtes grec, vous transférez vos créances de la Banque de Grèce à la Bundesbank. Ça veut dire que il y a un intérêt immense, notamment des pays du Sud et notamment des grandes fortunes ou des grandes entreprises, à aller placer leur argent en Allemagne, puisque tout le monde anticipe l'explosion de cette zone euro. Permettez-moi de dire, puisqu'on entre dans ces sujets techniques, que certains disent si on sort de l'euro, le franc va baisser de 20 ou 30%. Personnellement, je trouve que ce serait très bien, parce qu'actuellement, notre industrie est en train de mourir. Pour savoir ce que l'on veut. Et il y a des gens qui disent oui, mais alors notre endettement va augmenter de 20 ou 30%. Mais non, parce que si la France sort de l'euro, il n'y a plus d'euro. Et nous avons dit qu'on remboursera les dettes avec la monnaie au marc le franc, comme on dit, c'est-à-dire 1 pour 1, le nouveau franc que nous proposons sera au cours de change de l'euro. Alors certains disent, mais vous n'en aurez pas le droit. Si, nous en aurons le droit, puisque c'est d'abord un acte souverain. Et deuxièmement, excusez-moi là aussi d'entrer dans des détails techniques, mais il faut savoir qu'actuellement, sur les marchés financiers, lorsque la France s'endette à 10 ans, elle ne paye pas le même taux d'intérêt, elle paye du 2,2, alors que l'Allemagne paye du 1,8 et que l'Espagne ou l'Italie paye du 5 ou du 6. D'où vient cette différence de taux d'intérêt? Eh bien, cette différence de taux d'intérêt, si nous avions une monnaie unique, il n'y aurait aucune raison pour que les taux d'intérêt soient différents. Ça veut dire que les marchés financiers, Mario Draghi, le président de la BCE, l'a reconnu d'ailleurs à l'été 2012, les marchés financiers, lorsqu'ils facturent les taux d'intérêt qu'ils demandent aux différents États, anticipent la probabilité dans les 10 ans d'une explosion de la zone euro et donc d'être remboursés dans les monnaies nationales. Donc ils anticipent dans leurs calculs le fait que, par exemple, la lire italienne perdrait peut-être 15% et le mark gagnerait 20%. C'est ça, donc ça appartient aux statistiques fiables. Donc dans la mesure où les marchés financiers anticipent ça, nous serons tout à fait fondés à sortir de l'euro en disant, mais écoutez, vous aviez payé le prix mais maintenant vous avez ce que vous avez. Il est 8h20. Le grand témoin, Louis Dauphren. François Asselineau, il nous reste quelques minutes. Je voulais revenir sur l'affaire de la NSA. Alcatel-Lucent est l'un des exemples justement de ce phénomène d'écoute par les États-Unis de nos
nos savoir-faire en matière de télécommunications. Et je voulais avoir votre analyse aussi du point de vue géopolitique, ce que vous seriez en mesure de faire si vous arriviez à des responsabilités nationales. L'équipementier Alcatel a été particulièrement écouté, on le sait, dans le cadre de la liquidation par Lucent. Je vous propose d'écouter Hervé Lassalle, délégué syndical chez Alcatel. Des informations concernées Alcatel-Lucent, des salariés d'Alcatel-Lucent et les abonnés wanadoo.fr. Est-ce que c'est parce qu'on est un groupe franco-américain? Est-ce que c'est du fait de nos activités dans les réseaux télécoms? Est-ce que c'est vrai d'abord? Les salariés qui travaillent sur des projets dont le résultat peut aller sur le territoire nord-américain sont soumis à des clauses de confidentialité et de protection au nom de la NSA, ce qui n'est pas du tout dans le code du travail, bien sûr, en France. C'est aussi la magie de la puissance américaine. Certains salariés se faisaient harceler pour signer ce genre de clause de confidentialité ou d'éthique. Voilà, la clause de confidentialité imposée par la NSA à des salariés français en dépit du Code du travail, nous dit ce délégué syndical. Si jamais on sort de l'euro, on sort de l'Union européenne, évidemment les Américains, si on suit votre raisonnement, seront fortement, amers de cette situation. Vous ne craignez pas des mesures de rétorsion, un isolement de la part de la première puissance du monde? Oui, alors d'abord, je rappelle que les États-Unis sont sur la voie du déclin. Un déclin relatif, pas un déclin absolu, mais sur la voie du déclin. Je rappelle que, selon toutes les statistiques du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, l'économie chinoise, en 2016 c'est demain, c'est dans 2 ans et demi, l'économie chinoise va dépasser l'économie américaine. Il y a un tassement quand même de la croissance en Chine, quand même un peu. Oui, peut-être, mais vous n'avez pas vu ce qui se passe ailleurs. Ouais. Donc le PIB chinois va dépasser le PIB américain en parité de pouvoir d'achat en 2016. J'ajoute que l'armée américaine, j'ai dit tout à l'heure qu'un coup d'arrêt a été porté par l'armée russe. Les dépenses militaires russes et chinoises sont en très rapide augmentation. Donc justement, il y aura une crispation de la puissance américaine. Alors que les États-Unis sont sur le déclin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous avons on est confronté à ce que De Gaulle appelait l'esprit d'abandon. Il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que la France, vous savez ce que ça veut dire étymologiquement? C'est le pays des hommes libres. Est-ce que les Français veulent rester ce qu'ils ont toujours été depuis le baptême de Clovis en 496, pour ne pas remonter à plus tôt? Est-ce que les Français veulent rester ce qu'ils ont toujours été au cours de leur histoire? C'est-à-dire un peuple libre, souverain et indépendant qui se bat contre tous les empires, même si au XIXe siècle, la France a succombé à la tentation impériale. Mais est-ce que les Français veulent rester ceci, ou bien est-ce que nous sommes des gens qui vont accepter le principe de nous vassaliser à un empire? C'est vraiment la question la plus importante. Et vous avez 2 types de réponses, comme toujours au cours de notre histoire. Toujours au cours de notre histoire, il y a eu les mêmes types de réponses. Vous avez eu ce que les historiens du 19e siècle, avec Michelet, appelaient le parti national et le parti de l'étranger. Vous avez eu, qu'on a vu en 40, vous avez les collabos. Mais Pétain et autres, ils n'étaient pas pro-allemands, hein. Faut pas du tout raconter ça. Les pro-allemands en France étaient très peu nombreux dans les années 40. Au début, en 1940. C'était simplement des gens qui avaient intégré l'idée que la France était terminée. Voilà, que la France était foutue, et on était dominé, puis que c'était de notre faute, et puis qu'on avait qu'à passer sous les fourches caudines de l'étranger. Voilà. Et puis vous avez De Gaulle, qui a dit, non. Voilà. Et l'histoire de notre pays, c'est une histoire extraordinaire qui remonte donc à très longtemps. J'aurais pu prendre l'exemple de Jeanne d'Arc, j'aurais pu prendre l'exemple des soldats de l'an 2, j'aurais pu prendre l'exemple de beaucoup de François Ier contre le connétable de Bourbon, j'aurais pu prendre l'exemple comment dirais-je, en 1870, etc. Toute notre histoire montre qu'en réalité, c'est toujours le parti qui a été pour la liberté et l'indépendance de la France qui a fini par gagner. Moi, c'est ce que je pense également, c'est que je vois qu'actuellement, il y a beaucoup de Français qui font l'objet d'un lavage de cerveau permanent dans les grands médias où on leur explique que les États-Unis, c'est absolument formidable et que la France est nulle dans tous les domaines. Mais ce que je vois, c'est que de plus en plus de jeunes Français, ou de moins jeunes d'ailleurs, se détournent de la télévision et maintenant vont sur des sites alternatifs sur Internet dont l'audience est en très très forte croissance. Mais Internet est une invention américaine, François Asselineau. Oui, non, à l'origine, il paraît que c'est une invention française d'ailleurs. Ah. Enfin bon, mais le cinéma est une invention française, et puis l'avion est une invention française. Bon, tout ça, ce sont... Allez. Non, mais ça c'est de la petite polémique. Non, ça veut dire que ils se détournent des médias. Voilà, ça veut dire que de plus en plus de gens veulent revenir à une France qui soit dans le concert des nations,
au 3e millénaire dans le concert des nations, dans le cadre de l'ONU, mais une France qui puisse être maîtresse de sa propre destinée. Et être mieux informée sur les enjeux de demain. Merci beaucoup François Asselineau, président et fondateur de l'Union populaire républicaine, ancien délégué général à l'intelligence économique, inspecteur des finances. Merci et à bientôt.